À 10 jours du scrutin européen, les événements se bousculent pour les principales têtes de liste. Les sondages se suivent et se contredisent et les attaques entre les candidats se multiplient. Raphaël Glucksmann pris en grippe par son propre mouvement, en difficulté dans les sondages. La tête de liste représentant le Parti socialiste et Place publique est désormais attaquée par d'anciens ministres de son camp après des propos déplacés sur le génocide rwandais. Le gouvernement présente son projet de loi de réforme de la fonction publique. Entre critiques de l'opposition et hostilités syndicales, la majorité semble accoucher d'un texte qui ne changera pas vraiment la donne. Madame, Monsieur, bonsoir. J-10 avant les européennes. Alors que les prévisions chancellent, les candidats multiplient leurs attaques. Dans la dernière ligne droite, les médias poursuivent leur entreprise de polarisation des débats. La République en marche contre le Rassemblement national. Voilà comment ces élections européennes semblent être résumées. Alors qu'Emmanuel Macron a tout misé sur un face-à-face avec Marine Le Pen comme lors de la présidentielle de 2017, il a pu compter sur un fidèle soutien. En effet, les médias agitent les sondages et transforment peu à peu l'élection en deuxième tour entre prétendus progressistes et patriotes. La plupart des débats ont été organisés sans les dits petits partis et certains conviennent non pas les têtes de liste mais les chefs des mouvements. De quoi rejouer la guerre des formations avant celle des programmes. Reléguée au deuxième rang la semaine dernière dans les sondages, la liste de Nathalie Loiseau aurait toutefois repris du poil de la bête ces derniers jours avec 2,5 points de plus pour arriver à 23,5 et dépasser la liste de Jordan Bardella toujours à 22%. Au coude à coude depuis plusieurs mois, les deux listes occupent tour à tour la place de leader, tandis que leur écart est toujours plus faible que la marge d'erreur possible des sondages eux-mêmes. Vécu comme une occasion inratable de montrer son mécontentement à l'égard du président français, ces européennes ont laissé une faible part aux partis d'opposition plus bas dans les sondages. Seuls les Républicains sont parvenus à sortir du marasme de la barre des 10%. Pour autant, la dernière étude d'Elab place la liste de François-Xavier Bellamy à 11 petits points. C'est 3 de moins que lors du précédent sondage. De quoi se rapprocher dangereusement des Verts qui arrivent désormais à la barre des 10% en prévision de ce scrutin, souvent favorable aux écologistes. De son côté, la liste des Insoumis est à la peine et ce ne sont pas les récentes déclarations d'un élu régional, Andrea Cotarac, qui aideront Manon Aubry. Au contraire. En effet, ce jeune, qui était proche de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle, a annoncé mardi soir qu'il voterait pour la liste de Jordan Bardella. Je crois qu'Emmanuel Macron a catalysé la colère des Français, la colère sociale, l'inégalité sociale, l'inégalité territoriale, l'inégalité fiscale. Il y a répondu par l'arrogance, il y a répondu par l'insulte auprès du peuple français, je ne vais pas y revenir. Et donc j'appelle à voter pour la seule liste finalement souverainiste qui met en avant l'indépendance de la France et qui est la mieux à même de faire barrage à Emmanuel Macron et de faire barrage à ce rouleau compresseur antisocial qu'est la liste d'Emmanuel Macron. Cette liste, c'est la liste de M. Bardella. De Marine Le Pen, donc. Oui, mon objectif, c'est de faire barrage en appelant à voter pour cette liste. Et ma mission personnelle, c'est de faire en sorte que, librement, en tant qu'homme libre, je fasse baisser le plus bas possible le score de LREM et vraiment le plus bas possible, c'est-à-dire même au niveau du charisme de Nathalie Loiseau. Un revirement qui a tout particulièrement agacé Jean-Luc Mélenchon, qui le qualifie de boule puante de fin de campagne. À plus forte raison que le jeune élu a directement critiqué la ligne politique du leader trotskiste, jugeant que ce dernier s'était éloigné du peuple qu'il prétend vouloir défendre, au profit d'une union de la gauche faite au détriment des Français. Quoi qu'il en soit, ce changement de cap va sans doute encore un peu plus morceler la gauche, qui fait décidément pâle figure entre un Benoît Hamon inexistant et l'alliance ratée du Parti socialiste et Place publique. Et justement, intéressons-nous à cette alliance entre le PS et Place publique pour laquelle Raphaël Glucksmann fait décidément l'unanimité contre lui. Alors que les sondages lui sont défavorables, l'intellectuel est désormais au cœur d'une controverse après ses propos sur François Mitterrand et le génocide rwandais. Thibaut Bastide. Raphaël Glucksmann se souviendra longtemps de ces élections européennes. Arrivé avec une image de sauveur pour sortir le Parti socialiste de sa torpeur, l'essayiste vit une fin de campagne compliquée. Alors qu'il peine à convaincre, après de mauvaises prestations dans les débats, voilà que Raphaël Glucksmann s'est attiré les foudres de son propre camp. Jeudi dernier, 23 anciens ministres socialistes ont interpellé le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, pour se plaindre des propos de la tête de liste PS
Place Publique au sujet du génocide rwandais et du rôle de la France. Cette lettre a notamment été signée par Hubert Védrine, Jack Lang, Michel Charasse, Elisabeth Guigou, Édith Cresson, Roland Dumas ou encore Bernard Cazeneuve, lequel a pourtant apporté son soutien au candidat et participera à l'un de ses meetings jeudi à Lyon. À travers cette initiative, il dénonce 2 déclarations faites par Raphaël Glucksmann. La première aurait été prononcée en janvier. François Mitterrand a porté de la manière la plus radicale et la plus abjecte la politique de la France au Rwanda. La seconde, le 6 avril, en marge de son meeting à Toulouse. L'ancien président aurait été, selon le fondateur de Place Publique, complice du génocide au Rwanda qui a fait environ 800 000 morts parmi les Tutsis entre avril et juillet 1994. Des déclarations qui ont de quoi irriter alors que Raphaël Glucksmann porte l'étiquette du parti de François Mitterrand. Un lourd dossier de plus pour le PS et son premier secrétaire déjà en difficulté dans une campagne qui ne décolle pas des 5% dans les sondages. Ces récentes déclarations sur le génocide rwandais, tout droit sorties des offensives de Paul Kagame, sont comme une goutte qui fait déborder le vase. Déshonorant la France, celui qui a largement participé à la révolte en Ukraine a donc réussi à se faire de nouveaux ennemis dans son propre camp. Et ce ne sont pas ses soutiens politiques d'un autre temps qui vont lui permettre de remonter la pente. En effet, à 10 jours du scrutin européen, le PS a fait appel à ses éléphants pour tenter de porter secours au candidat Glucksmann. Ainsi, Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Najat Vallaud-Belkacem ou encore Martine Aubry feront estrade commune avec l'essayiste lors de la dernière ligne droite de la campagne européenne. Une ultime bouée de sauvetage pour un navire qui prend l'eau avec des personnalités qui ont surtout brillé par leur incompétence et leur impopularité. Tous ces signaux envoyés prouvent une seule chose, l'arrivée d'une nouvelle figure dans un parti en décomposition n'aura pas porté ses fruits. Pire, le trou pourrait se creuser encore un peu plus. Ces derniers jours, plusieurs enquêtes ont donné la liste PS Place Publique sous la barre des 5%, un seuil synonyme d'absence totale de représentants socialistes au Parlement européen. Même Benoît Hamon pourrait faire mieux. Plus de contractuels, moins de contrats courts, ce sont les 2 mots d'ordre présentés par le gouvernement pour faire valoir son projet de loi de transformation de la fonction publique. Une réforme qui tend tout doucement à l'égalité entre salariés du privé et du public et qui provoque l'ire des syndicats. Olivier Frère-Jacques. Petite révolution dans le fonctionnariat français. Lundi 13 mai débutait l'examen du projet de loi de transformation de la fonction publique. 4 jours plus tôt, le secteur était descendu dans la rue à l'appel des syndicats. Principale mesure et point de discorde du texte, recruter davantage de contractuels. Une manière de contourner l'inconvénient que constitue pour l'État le recrutement à vie d'un agent. Une nouveauté qui serait contrebalancée par une pénalisation des employeurs publics qui abusent des contrats courts. Pour faire la promotion de son texte, tout l'attirail du champ lexical d'école de commerce est mis en œuvre par le gouvernement. Il s'agit ainsi de décloisonner la fonction publique en favorisant les passerelles publiques-privées. Le secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussopt, vend de son côté une garantie de plus de diversité des profils des agents favorisant le recrutement. Le recrutement de contractuels, qui représente aujourd'hui 2 fonctionnaires sur 10, devrait cependant demeurer l'exception. Et Olivier Dussopt estime que la mesure devrait avant tout concerner des cadres de haut niveau issus du privé et pourvus de compétences jugées rares. Enfin, des dispositions devraient également faciliter la mobilité entre les différents versants de la fonction publique. Le texte prévoit également une prime de précarité sur les contrats courts de moins d'1 an et réservée a priori aux agents dont la rémunération n'excède pas 2 SMIC. Pour Aude Beaufreton, directeur de l'association Contribuables Associés, le texte relève de la mesurette et ne changera pas vraiment la donne. Ce qui est proposé aujourd'hui par le gouvernement, c'est plutôt de la mesurette que de la réforme structurelle. On voit bien que ça aborde à peine le sujet et qu'en réalité, il ne va pas se passer grand-chose. Dit clairement, ouvrir la voie contractuelle, d'abord, il faut savoir que c'est déjà possible pour un certain nombre de collectivités. Il y a 4 textes déjà qui prévoient ça. La vraie question, effectivement, par contre, de fond, qui n'est pas traitée pour le moment, c'est le statut de la fonction publique et de l'emploi à vie. Et ça, effectivement, il y a quand même aujourd'hui 5 500 000 fonctionnaires qui bénéficient de ce statut, et que s'il y a des postes, effectivement, de mission régalienne, qui doivent être soumis pour une certaine stabilité à l'emploi à vie, pour d'autres emplois, comme des emplois administratifs ou de bureau, ça n'a pas de sens.
Des réserves sur la pertinence de la panoplie législative que partagent les oppositions pour différentes raisons. Ainsi, le député Les Républicains Olivier Marleix estime que le texte ne répond pas à la nécessaire réduction de la dépense publique. Côté socialiste, le député Boris Vallaud pointe du doigt un risque de multiplication des emplois de complaisance au détriment de la compétence, ainsi que le risque de réduire les perspectives pour les fonctionnaires de carrière. La crainte syndicale est, elle, de voir la fin de l'emploi à vie des fonctionnaires, une mesure qui n'existe pas dans le texte, ce que regrette l'association Contribuables et Associés. Il y a des besoins pour les missions régaliennes, donc sécurité, justice, défense, qui, pour ces missions-là, doivent être exercées dans le cadre du statut de la fonction publique avec l'emploi à vie, pour précisément les protéger. Et puis, pour toutes les autres fonctions ou missions qui peuvent être mises en concurrence, ça devrait être réalisé sous forme contractuelle, comme dans le secteur privé. Et à ce moment-là, effectivement, ça permettrait d'ailleurs d'avoir les agents que l'on souhaite au bon moment, au bon endroit. Ça faciliterait aussi les remises en question, et c'est une bonne chose, les remises en question. J'entends des syndicats ça et là qui fustigent le fait qu'à un moment donné, on puisse revoir les choses, mais les gens ont besoin de se remettre comme dans le privé. Donc c'est au contraire, c'est positif, c'est pour avancer. Et puis il y a des besoins qu'il y a à certains moments, je parle pour les collectivités en termes d'emploi, qu'il n'y a pas à d'autres moments. Répondre aux besoins temporaires d'un secteur comme dans le privé, une mise à plat des statuts publics-privés qui ne semble cependant pas à l'ordre du jour. Et pourtant, une telle réforme pourrait permettre à l'État de réduire une dépense publique qui est l'une des plus élevées en Europe. Contribuables Associés avait mené il y a quelques années avec l'IREF une étude que vous pouvez retrouver sur le site www.contribuables.org, qui est une étude sur la fonction publique pour voir ce qui se passe un peu à l'étranger. Donc nous étions partis des chiffres de l'OCDE et on avait comparé évidemment la fonction publique française avec la fonction publique d'autres pays, donc sur différents critères, le nombre de fonctionnaires dans la population active, l'âge de départ à la retraite, le salaire moyen, etc. etc. Et donc écoutez, on a des chiffres assez surprenants et on se rend compte que la fonction publique française est le mauvais élève dans tous les domaines quasiment, quoi. Autre volet du texte, le temps de travail. La loi prévoit d'imposer à tous les agents d'effectuer 35 heures hebdomadaires, ce qui n'est pas le cas de près de 200 000 fonctionnaires. Une mesure qui permettrait à l'exécutif d'économiser 30 000 postes. Figurent enfin dans le projet de loi la fusion de la commission de déontologie de la fonction publique et la haute autorité pour la transparence de la vie publique, ainsi que la réforme de la haute fonction publique avec la suppression ou tout au moins la mutation de l'ENA. L'objectif inscrit dans le programme présidentiel de supprimer 120 000 postes dans la fonction publique d'ici la fin du mandat présidentiel semble pour sa part bien loin d'être atteignable avec le texte en l'état. Et on reste avec Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Les déboires de l'acierie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord ne sont peut-être pas finis alors qu'un groupe anglais, British Steel, est officiellement le repreneur. Il se trouve que celui-ci serait en faillite. Il demande donc un soutien financier de Londres pour maintenir l'activité. Le ministère de l'économie n'a pas souhaité faire de commentaires sur le sujet. À quelques jours des élections européennes, une nouvelle défection industrielle pourrait coûter cher à la majorité présidentielle. Les travailleurs, eux, semblent plus que jamais faire les frais d'un État stratège aux abonnés absents. Dire une messe dans Notre-Dame de Paris, c'est le souhait de l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. Déterminé, le prélat affirme vouloir célébrer au plus vite l'Eucharistie dans l'édifice meurtri, quitte à mettre un casque de chantier. Le délégué général de la Fondation Notre-Dame, Christophe Rousselot, a confirmé qu'une messe sera retransmise depuis Notre-Dame et sur la chaîne confessionnelle KTO dans quelques semaines, mais sans fidèles pour des raisons de sécurité. Une annonce qui permet à l'archevêché de rappeler qu'avant d'avoir une utilité touristique, Notre-Dame est avant tout un lieu de culte. Des tarifs qui électrocutent. EDF a confirmé une augmentation des prix de 5,9% pour le mois de juin et qui concerne 25 millions de foyers et 3,2 millions d'entreprises en France. Des associations de consommateurs s'opposent déjà à cette hausse considérable qui aurait dû entrer en vigueur pendant l'hiver mais qui fut reportée du fait du mouvement des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes qui auront décidément du grain à moudre puisque côté essence, le samplon 95 atteint son plus haut niveau depuis 2013 et le prix du diesel continue de grimper. Le Brexit a toujours la cote. Outre-Manche, le parti du Brexit de Nigel Farage fait une percée dans les intentions de vote, 34%, soit plus que les partis conservateurs et travaillistes réunis. Un comble dans un pays dominé par le bipartisme et qui a déjà un pied en dehors de l'Union européenne.
Derrière la liste de Nigel Farage, les travaillistes sont donnés à 21%, les conservateurs à 11% et les libéraux démocrates, opposés au Brexit, à 12%. La formation nouvellement créée par Nigel Farage entend mener à bien la sortie du royaume du giron bruxellois et finir le travail entamé avec le référendum pour une sortie de l'Union européenne. Nouvelle législation pro-vie aux États-Unis. Mardi 14 mai, les sénateurs de l'Alabama ont approuvé à 25 voix contre 6 le texte qui prévoit jusqu'à 99 ans de prison pour les médecins pratiquant des avortements. La seule exception porte sur un danger vital encouru par la mère. L'État d'Alabama s'inscrit dans la lignée de 28 autres États qui, depuis quelques mois, ont introduit de nouvelles règles limitant l'accès à l'IVG. Ils espèrent ainsi porter cette loi devant la Cour suprême des États-Unis et abroger la loi de 1973 autorisant l'avortement. San Francisco dit non à la reconnaissance faciale. La principale ville de la Silicon Valley a voté mardi l'interdiction de cette technologie pouvant mettre en danger les droits et libertés civiques. La réglementation ne concerne cependant que la police et d'autres agences gouvernementales. Étrangement, elle ne s'applique pas au secteur privé. Les aéroports, dont la sécurité est du ressort de l'État fédéral, ne sont pas concernés non plus. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Roland Hureau est agrégé d'histoire et membre du comité scientifique de l'Institut Charles de Gaulle. Il dénonce avec brio et sévérité l'intervention française et occidentale en Syrie depuis 2011. En 2011, sous Sarkozy, mais également sous Hollande et sous Macron, puisque là, nous avons aidé, non pas les chrétiens d'Orient, mais ceux qui voulaient les massacrer, ceux qui voulaient les éradiquer. Quand vous aviez dans un village à majorité chrétienne, les djihadistes qui arrivaient, avec des armes fournies par l'OTAN, quelquefois avec l'encadrement des entraîneurs fournis par l'OTAN, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils coupaient la tête aux chrétiens qui ne voulaient pas se convertir, ils violaient leurs femmes et ils mettaient en esclavage les enfants. Ce sont ces gens-là que nous avons soutenus contre les chrétiens d'Orient, qui ont vu un reniement qu'ils ont très vivement ressenti. Ils ont été extrêmement déçus de la France. Ce soir, retrouvez également Perle de culture. Anne Brassier reçoit l'historien Alain Pascal pour son livre Mai 68 et la destruction de la France aux éditions Décime. Puis Thomas White, avocat de métier, qui lance un site communautaire de petites annonces, Le Rucher Patriote. Et puis tout de suite, la France de Campagnol avec Christian Combaz et Mes Libertés Politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Demain, vous aurez rendez-vous avec Thibaut Bastide. À demain. Bonsoir. Nous avons reçu la visite finalement de ce tandem assez bizarre, vous savez, la servante chauffeur complètement masculine nommée Suzanne et pianiste, d'ailleurs vêtue ce jour-là d'un gilet jaune, et l'ancien moine Bernard viré de son couvent pour avoir joué les guérisseurs, mais copains quand même avec l'évêque. Et donc ils sont venus tous les deux à Campagnol à la requête d'une famille dont on parle du bout des lèvres au village parce que la fille est anorexique et que c'est toujours une sorte de tabou, d'autant que ça dure depuis des années. Et comme tous les remèdes ont échoué, comme tous les 2 ans environ, cette fille replonge et pèse 40 kilos, là elle a 19 ans, l'idée que ce moine défroqué pouvait lui venir en aide est venue d'abord à notre ami Léon et puis à la famille, et donc ce Bernard est allé s'entretenir avec la fille, pas chez ses parents, chez sa tante, parce que tout le monde se doute que l'anorexie a un rapport avec le milieu familial et que généralement on ne contrarie pas trop les anorexiques quand ils préfèrent habiter ici ou là. Et donc là, elle voulait dormir chez sa tante. Je vous résume ce qui s'est passé parce que j'étais pas là pendant les entretiens évidemment et qu'il n'y a pas eu beaucoup de témoins. Et en fait, c'est Léon, notre médium, l'introducteur, là, qui nous a raconté. Donc le nommé Bernard, l'ancien moine, à qui on a recommandé de cacher qu'il avait été religieux, a tout de suite demandé, au moment d'aller la voir, si sa mère était catholique pratiquante, et la réponse était oui. Ensuite, il a demandé à voir la mère, d'abord, et en rentrant de la visite à la mère, il a dit à Léon, c'est évidemment la mère qui est malade.
Et Léon a dit, ah oui, ça, tout le monde est convaincu que si la petite se nourrit plus, c'est en grande partie à cause de la mère. Et Léon a commencé à faire son psychologue, à nous expliquer que comme la mère était assez belle, très coquette, très aimée par son mari, comme elle faisait la cuisine à la perfection, comme elle donnait des cours de guitare, comme elle avait fait 4 garçons tous brillants et une fille, elle, moins brillante à l'école, pas très belle, eh bien la gamine se sentait un peu laissée pour compte, en tout cas pas assez belle pour rivaliser par la hauteur comme fille au milieu de ses frères, enfin jamais à sa place. Et là, Bernard, l'ancien moine, lui a dit, attends, moi j'ai pas dit que la mère était hystérique ou égoïste, c'est-à-dire malade mentalement, je fais pas de psychanalyse, elle est malade physiquement. J'ai pas dit malade d'hystérie, elle a un cancer tout simplement. Je l'ai senti tout de suite en arrivant chez elle. D'ailleurs, je crois qu'elle le sait aussi, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, la fille, je peux te dire qu'elle est guérie à terme, elle va guérir, dans quelques semaines elle ira mieux. Pourquoi ne sera-t-elle plus jamais anorexique, quoi qu'il advienne? Eh bien, c'est que c'est la dernière fois qu'elle leur fait le coup de se laisser dépérir jusqu'à peser 40 kilos pour se rendre intéressante. Je suis prêt à le parier. Alors j'ai insisté, pourquoi alors qu'il ne l'avait pas encore vu. Il a répondu, je pense qu'elle va connaître son heure de gloire parce que sa mère va rester sur le flanc pendant 4 ou 5 mois, donc la fille va être extrêmement dévouée, elle va prendre un ascendant sur la mère, elle va dire à ses frères, laissez-moi faire, je vais m'en occuper, vous pouvez pas comprendre, donc elle sera guérie en fait. Alors j'ai demandé, qui, elle, la mère? Elle, la mère, ça je sais pas si elle guérira, mais on peut espérer que oui. Alors du coin de l'œil, j'ai bien vu que Suzanne, la chauffeuse, secrétaire, femme à tout faire de l'ancien moine guérisseur, là avec ses grandes épaules et ses cheveux courts, était extrêmement attentive et sensible à ce cas qui devait éveiller des souvenirs, j'imagine, dans sa propre existence. Et j'ai demandé au patron, le Bernard, dont les manières étaient extrêmement douces et taciturnes à la fois, et qui ressemblait un peu à Georges Pompidou, je lui ai demandé s'il était capable de me faire le portrait physique de cette fille anorexique après avoir brossé le portrait moral. Comme ça, sans l'avoir vu. Il m'a dit, évidemment, avec un humour un peu froid et un sourire triste, d'abord, je peux dire qu'elle est maigre, mais ça, vous en doutez. Mais ensuite, elle a probablement tout d'un garçon manqué, d'un garçon, donc, parce qu'elle a voulu ressembler à ses frères. Ça ne m'étonnerait pas, donc, qu'elle aime le foot et peut-être le hard rock. Je dis pourquoi le hard rock? Parce que la mère enseigne la guitare classique. Alors Léon, le médium, là s'est tourné vers nous et il a dit, vous savez qu'il est très fort quand même. Et l'assistante chauffeur, la Suzanne, a répondu, c'est pour ça qu'il est réclamé partout. Il est très fort. Là, on doit aller sur la côte. Le problème avec lui, c'est le bouche à oreille. Quand il a donné de bons conseils, comme ça, il y a toujours un parent, un ami qui raconte. Et du coup, on nous appelle au téléphone pour aller intervenir dans un autre département. C'est assez fatigant. Et le prêtre, enfin l'ancien moine plutôt, car il n'était pas prêtre, a répondu mais allez, tu adores ça, Suzanne. En attendant, a dit Suzanne, il faut aller voir cette gamine. Alors, j'irai seul si tu le permets. Et donc, il avait compris que Suzanne était curieuse de la rencontrer, mais aussi que c'était pas souhaitable, donc il y est allé tout seul. Et ensuite, durant les mois suivants, les choses se sont passées exactement comme il l'avait prédit. La fille a pris soin de sa mère au début, la mère a failli mourir, mais elle n'est pas morte, elle a survécu, un peu diminuée. La fille a tenu la maison, elle s'est occupée de ses 2 plus jeunes frères, elle a regrossi, elle a laissé pousser ses cheveux, elle a appris un morceau de guitare classique, et à présent elle vit à Montpellier, elle a même un copain, nous dit-on, enfin c'est le père qui le dit, non sans agacement d'ailleurs, parce que le rôle du père, vous avez remarqué dans cette histoire, est inexistant, mais il paraît qu'il était jaloux de sa fille. S'il se passe quoi que ce soit d'autre dans cette famille un peu bizarre, je vous raconterai. Abonnez-vous, merci. Les chiffres commencent à être bien connus. En France, la christianophobie explose. Elle se manifeste par une hausse dramatique des actes de vandalisme, dégradation, blasphème, destruction contre des édifices religieux, principalement catholiques, cela va de soi. Face à ces chiffres alarmants, plus de 1000 actes antichrétiens recensés officiellement en 2018. Nous le savons, le silence des autorités, à commencer par le ministre de l'Intérieur, qui est aussi le ministre des Cultes, est assourdissant. Pour Castaner, ces chiffres sont stables. Gros mensonge, Castaner. Entre 2017 et 2018, chaque semestre, l'Observatoire de la christianophobie a fait état d'une hausse alarmante des actes christianophobes. Au passage, en 2018, on recense
une centaine d'actes anti-musulmans en tout et pour tout. Cherchez l'os. Le silence officiel poli, disions-nous, nous y sommes malheureusement habitués. Ce qui nous contrarie le plus, c'est quand il s'accompagne d'un indéniable mutisme ecclésiastique sur le sujet. Un récent article du Figaro nous révèle que les évêques, et c'est tout à leur honneur, invitent depuis 2 ans les diocèses à systématiquement porter plainte à chaque atteinte faite à un édifice religieux. Depuis 1 an, les chiffres ainsi collectés sont croisés chaque mois avec les chiffres du ministère de l'Intérieur. Là encore, c'est faire œuvre utile. Ce que l'on peut en revanche déplorer, c'est qu'aucune communication officielle ne soit faite sur ces chiffres soigneusement compilés. Aucune voix forte venue de l'épiscopat ne s'élève-t-elle régulièrement pour rappeler dans les médias la dure et implacable réalité. À savoir qu'en France, chaque jour, 3 actes antichrétiens sont commis en moyenne. Comment Monseigneur Pontier, ancien président de la conférence épiscopale, ose-t-il affirmer qu'il n'y a pas d'acte christianophobe en France? Pourquoi travestir à ce point la réalité? Il paraît qu'il ne faut pas jouer la provocation ni la surenchère. Au vu de l'actualité récente, cette méthode, revendiquée depuis des années, ne semble pas avoir remporté des résultats très probants. Puisse l'épiscopat en changer. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.